Le fait que je puisse et que je le fasse montrer la page de cet ouvrage de 1688 que certains ici connaissent, qui sont les caractères de la Bruyère, que je vous la montre sous cette forme et comme ça, témoigne d'une des évolutions les plus importantes que le numérique a apporté à la littérature. Celle de pouvoir consulter les ouvrages dans leur forme d'origine et non pas à travers une édition critique, à travers le filtre d'une édition critique. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est donc, hier soir, aller sur Gallica, dont vous voyez le champ de recherche juste en bas, faire une capture d'écran et ajouter cela à mon diaporama. Facile. Ce que je peux faire aussi, c'est en faire une recherche plein texte. Et donc chercher à l'intérieur des livres des textes. Si en revanche, alors que nous avons toutes ces images, je veux trouver des mises en page similaires, si je veux trouver des livres qui organisent leur information de la même manière, avec par exemple la même densité de caractères sur la page, alors je me retrouve à explorer manuellement les catalogues de bibliothèques en ligne, enfin les bibliothèques numérisées, ou à aller à la bibliothèque et consulter manuellement toute une série d'ouvrages. Et on a entendu ce matin, soit avec Leonardo, soit avec Clarisse, combien on ne peut pas, au-delà d'une certaine quantité de données, traiter ça manuellement. C'est autour de ça que portera mon intervention aujourd'hui, autour de cette problématique-là, en rappelant d'abord que, au fond, l'un des apports majeurs du numérique pour les études littéraires a été le retour de la matérialité. Pendant très longtemps, la littérature, et même elle l'est toujours d'ailleurs, a toujours été une affaire de texte. C'est-à-dire le texte, cette espèce de consensus culturel un petit peu vertigineux quand on y pense, qui voudrait que la même suite de caractères signifie toujours la même chose, quel que soit le médium, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur couleur, quel que soit l'endroit où ils apparaissent, quel que soit le contexte dans lequel on les lit. On le voit bien ici, en vous mettant côte à côte l'édition, l'image des caractères de la Bruyère en 1688 et l'une des éditions critiques, qu'il est difficile de défendre l'idée selon laquelle ces deux pages produisent exactement le même sens. On les lit différemment, on comprend des choses différentes. Et pourtant, c'est l'idée de l'édition critique, et donc l'idée du retour au texte, telle que l'a définissait Jérôme McGann déjà en 88. L'édition critique est une sorte d'ordinateur analogique qui est conçu pour reconstituer des textes du passé dans des versions et des formes qui les rendent utilisables pour le présent. En somme, il y a une immense distance entre le texte de l'édition critique et sa forme originelle. Donc le numérique et la possibilité de consulter les ouvrages en version photographique a remis dans les études littéraires une forte composante de matérialité. Tout à coup, il est de nouveau possible et il est de nouveau facile, et souvent bien plus facile, de consulter le texte dans sa mise en page d'origine que de le consulter au travers d'une édition critique. Et cette évolution s'est accompagnée d'une autre évolution qui a été la numérisation massive des textes. Dans le cas des bibliothèques numériques, le fait, encore une fois, de pouvoir chercher en mode plein texte à l'intérieur d'ouvrages. Donc, de pouvoir chercher au milieu des millions d'ouvrages de Google Books une phrase qu'on aurait perdue. Ça a mené à des évolutions majeures. Je prends l'exemple ici, un exemple que je connais bien, celui des œuvres complètes de Molière en 2010. Si on en croit les éditorices de cette nouvelle édition, c'est plus de 50% de sources nouvelles qui ont été découvertes grâce à la numérisation des textes. Toute une série de textes dont Molière s'était inspiré, dont on ne se souvenait plus, et qui sont ressortis au fil des recherches plein texte à l'intérieur de Google Books de Gallica. C'est aussi la possibilité de traiter les textes de manière computationnelle et de sortir, par exemple, tous les noms de lieux, de villes dans les pièces de Molière. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que cette différence, ça ne rend pas seulement les choses plus faciles. Ce n'est pas seulement qu'on peut retrouver des textes et améliorer avec une note de bas de page supplémentaire ce qu'on savait déjà. Le fait de piocher dans les bibliothèques et d'explorer les fonds de bibliothèques par le biais d'une recherche plein texte a transformé le corpus et la compréhension fondamentale de, par exemple, comment Molière travaille. Au lieu de travailler avec des livres qu'on croyait, les livres du canon, ceux qu'on connaissait déjà, notamment des livres anciens, on se rend compte, par exemple, qu'il travaille avec des livres, des petits pamphlets, des livres d'actualité qu'on avait complètement oubliés, mais qui sont en fait les sources de ces pièces. Ce qui transforme, encore une fois, pas seulement
une espèce de catalogue des sources de Molière, mais qui en fait amène une toute nouvelle compréhension du théâtre du XVIIe siècle. Tout ça donc, je peux le faire dans un champ de recherche, soit sur Google Books, soit un peu plus avancé sur Gallica. À ce stade, j'observe donc deux choses. La première, cette révolution-là, pour les études littéraires, n'est pas fondée sur des technologies révolutionnaires. Comparer des textes, faire de la recherche plein texte, c'est peut-être ce que les ordinateurs savent faire de mieux depuis les projets de Dom Roberto Busa sur la comparaison de la somme théologique de Thomas d'Aquin. À la limite, les ordinateurs ont été presque inventés pour calculer et juste après comparer des textes. La technologie est simple. De même, elle est basée aussi sur l'OCR, sur la reconnaissance automatique des caractères dans une image, qui est encore une fois pas une technologie révolutionnaire, même si on ne cesse de l'améliorer et de la travailler, surtout avec l'IA, elle ouvre des nouvelles possibilités, mais sur le principe, le fait de pouvoir reconnaître un texte, c'est une technologie qui commence à dater, pas dans le mauvais sens du terme. Ou encore l'alignement du texte et de l'image, quand on cherche un texte sur Google Books et qu'on voit le texte mis en surbrillance, le texte recherché mis en surbrillance, c'est aussi quelque chose qui est technologiquement assez simple. Ce qui a changé, ce qui a permis la révolution, c'est à la fois une affaire de données, la numérisation massive en mode image de ces textes, et une affaire d'interface. Et Clarisse en parlait tout à l'heure, du besoin d'une interface. Une interface qui tout à coup rend utilisable facilement pour des chercheuses et des chercheurs cet immense ensemble de données. Et les données ne sont pas seulement disponibles, elles sont consultables et consultables de manière intuitive et logique. Quid de la page? Si, comme je le disais tout à l'heure, je voulais retrouver des pages qui ont un même type de mise en page, ou qui organisent leurs informations de la même manière, ou qui commencent aussi par utiliser ce signe qu'on appelle le pied de mouche en début de paragraphe, là, je n'ai plus d'interface disponible dans les catalogues de bibliothèques. Il y a donc un double paradoxe. À la fois le fait que la dématérialisation de la littérature donne accès à sa matérialité, n'importe qui peut consulter des ouvrages qui autrefois étaient très difficiles d'accès, il fallait se rendre dans une bibliothèque spécialisée, avoir la chance de travailler dans une université dont la bibliothèque des livres rares possédait l'exemplaire en question. Aujourd'hui, ce qui est numérisé est disponible. Mais deuxième paradoxe, l'accès à cette matérialité, à l'image des livres, se fait exclusivement par le texte. Soit par les métadonnées du livre, le catalogue de bibliothèque, soit par son contenu textuel. Quoi que l'on cherche, on ne peut le chercher que par texte. Alors même que nous avons une collection d'images, de données extrêmement riches, des images qui en fait contiennent une incroyable quantité de paramètres. Couleur du papier, taille des caractères, espacement, etc. Or, le fait qu'on ne puisse rechercher que par texte, c'est un déterminisme pour la recherche. Ça suppose qu'on continue, voire on renforce l'a priori textuel de la littérature. Qu'on continue à traiter la littérature uniquement comme un texte et non pas comme quelque chose de matériel. Parce que si, en travaillant sur Molière, avec la recherche plein texte, on a pu trouver des livres qu'on avait oubliés, qu'est-ce qu'on trouverait si on pouvait chercher Molière ou ici les caractères, non pas par texte et sujet similaires, mais par mise en page similaire. Or, si on se replace dans l'histoire de la lecture, rien ne dit que pour les lectrices et lecteurs du XVIIe siècle, ce livre n'est pas inscrit, ou plutôt on est sûr que ce livre est inscrit dans une culture de l'imprimé. Culture de l'imprimé qui véhicule toute une série d'a priori de manières de consommer, de lire ce livre. Donc on a à la fois le texte qui oriente la réception du livre d'une certaine manière, mais on a évidemment sa mise en page. On peut interroger le premier, on peut très difficilement interroger le deuxième. En d'autres termes, on a accès à cette matérialité virtuelle, on a la masse de données, mais à la différence de la recherche en texte, on n'a pas encore d'interface qui puisse en tirer parti. J'aurais besoin, en somme, d'un outil de recherche qui ne me permette pas de chercher seulement le texte, mais de chercher des livres, des mises en page, un outil de recherche qui prenne en compte les multiples dimensions et relations entre, certes, les caractères,
mais leur taille, leur position sur la page, leur position dans un livre, les espaces blancs de la page, les erreurs d'impression, le format du livre, la typographie utilisée, les ornements, etc., etc., etc. Un moteur de recherche qui soit capable, en somme, de m'analyser le système des pages, selon la définition qu'en a donné Johanna Drucker en travaillant là aussi avec Jérôme McGann, le fait qu'aucune lettre, pour résumer ici sa pensée, aucune lettre n'a de sens en tant que telle, mais elle a un sens dans sa position, dans son contexte, sur la page, qui est non pas simplement une surface sur laquelle on imprime des textes, mais un véritable système qui produit du sens. Et ça, c'est, me semble-t-il, un endroit où les réseaux neuronaux peuvent intervenir, puisque je viens de dire que la question est multiparamétrique. Parce que nous sommes dans un problème qui est multidimensionnel, qui se décrit mal. Il ne suffirait pas d'encoder dans les métadonnées de la bibliothèque des questions type mesurer l'espace blanc de la page, sa taille, etc. Ce ne sont pas des valeurs qui sont isolables, c'est bien leur concordance, leur mise en situation qui forment le système. Et donc leur sens, ou plutôt elles n'ont de sens que dans cette mise en système. Alors c'est sur cette question qu'on a travaillé avec Leonardo Impet pendant ce trimestre d'échanges thématiques financé par AIS-SAI, et dont je voudrais vous présenter le prototype qu'on a mis en place de cet outil qu'on a appelé pour l'instant, faute de mieux, et je souligne le faute de mieux, Layout Finder. Layout Finder est la concrétisation de ce besoin d'un moteur de recherche, non pas par texte, mais par mise en page. Pour travailler et pour créer ce prototype, on a travaillé sur un corpus grand d'un point de vue humain et très petit d'un point de vue de machine learning. C'est un corpus qu'on a extrait de Open Library, Internet Archive, qui est composé de 1766 livres français imprimés entre 1650 et 1700, simplement parce que c'est mon domaine. Dans ces 1766 livres, on a extrait 3 pages de chacun de ces livres, ce qui nous donne 5298 images de pages. À partir de là, on a tenté de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de rapprocher des mises en page similaires. Notre première idée, ou en tout cas notre premier test, a été d'utiliser un des moteurs courants qui est Clip. Clip qui a été l'un des grands moteurs qui a associé du texte à des images et qui a rendu possible, parmi bien d'autres travaux et qui est le résultat et qui profite d'autres travaux, là, notamment la génération d'images à partir des textes. Or, ce qui est intéressant avec Clip, et là on a utilisé l'outil de Leonardo 2D Clip, donc on a chargé nos 5298 images dans 2D Clip, et donc on a laissé l'outil organiser immédiatement les choses, organiser lui-même de manière autonome les choses. Or, qu'est-ce qu'on voit ? La première chose que 2D Clip repère, c'est un bloc de scans qui sont plutôt bruns et un bloc de scans qui sont plutôt blancs. Et si on plonge un peu plus loin et qu'on regarde les similitudes, en fait, c'est très très peu convaincant. Ce n'est pas de la mise en page qu'on voit, c'est simplement des pages avec probablement assurément toute une série de paramètres perçus par le modèle, mais qui ne rend pas ce qu'on cherchait. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue graphique, une page ressemble beaucoup trop à une page. Un moteur entraîné sur des images voit manifestement surtout des pages, sans s'intéresser particulièrement à la mise en page. On a donc cherché un autre modèle en essayant d'éviter un modèle qui utilise l'OCR. C'est-à-dire qu'en somme, on a besoin de l'inverse de ce que fait un modèle comme Transkribus, qui certes repère les zones de texte dans une page, mais qui s'intéresse à extraire le texte de la page. Or, nous, ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire un modèle qui, certes, tienne compte de la spécificité des pages comme images, mais qui, au contraire, resitue ce texte dans le système de la page. Alors, il y a évidemment toute une série de modèles qui le font. Je pense ici notamment aux travaux de l'équipe Shadok de l'IRISA et aux travaux en particulier dont fait partie notamment Aurélie Lemaître, qui parlera dans le séminaire de Clarisse en décembre, et qui s'intéresse justement à l'analyse de contenu sémantique et structurel ensemble. Pour le prototypage, on a adopté un autre modèle qui nous semblait intéressant pour ses
caractéristiques et qui nous permettait aussi de faire, entre guillemets, la preuve de concept. Ce modèle, c'est le modèle DIT, Document Image Transformer, qui est issu de Microsoft Research, donc qui est un modèle open source et publié, soutenu par des travaux académiques. Ce que vous voyez ici, c'est le corpus d'entraînement du modèle DIT. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans de l'imprimé ancien. On est dans des documents administratifs, graphes, publicité pour le tabac, factures, etc. Mais rien qu'en appliquant ce modèle, qui est spécialisé dans l'analyse justement de documents et non pas d'images en général, on est arrivé à des résultats qui nous paraissent beaucoup plus convaincants. Ici, vous avez à gauche une première image et les 5 images dans notre collection de données qui sont le plus proches, d'après le modèle, de la première image, ce qu'on appelle le nearest neighbor. Alors à quoi ça sert? Et à quoi ça ressemble au-delà de cette capture d'écran qui, tout en étant, j'espère, relativement convaincante, n'est pas extrêmement sexy. Premier cas, la question de l'analyse d'une collection. On revient à la problématique qui a été posée dans les deux présentations différentes, celle d'avoir beaucoup trop de données pour pouvoir les explorer manuellement. Alors, je vais passer ici sur la démonstration technique de notre proposition. Voici dans une visualisation dans un genre de visualisation qu'on a déjà vu tout à l'heure, nos 5000 plus pages, nos 6000 pages, organisées par le modèle en clusters, c'est-à-dire en pages qui paraissent similaires. Ici, on voit quelque chose d'intéressant, à la fois des mises en page ou en tout cas des charges de texte dans la page qui sont très similaires, ou en tout cas qui sont suffisamment similaires pour être convaincu que le modèle repère quelque chose de convaincant. Et aussi, on voit que le modèle ne se soucie pas ni des couleurs de scan, ni de ce genre de je sais pas, qualité différente de scan avec un bandeau bleu qui n'a normalement rien à faire ici pour traiter ces images. Avec, évidemment, dans cette interface, la possibilité de revenir au livre sur Internet Archive et donc d'y accéder. Évidemment, vu comme ça, encore une fois, comme les autres présentations précédentes, on se dit, bon, je ne suis pas sûr que j'arrive mieux à lire 6000 images comme ça qu'en parcourant le catalogue de bibliothèque. Mais derrière cette preuve de concept, il y a la possibilité d'imaginer, par exemple, une réorganisation de ces clusters en fonction des dates. De pouvoir écrire, par exemple, sur 50 ans, ou de pouvoir analyser sur 50 ans différents types de mise en page et l'évolution éventuelle de ces différents types de mise en page. Donc d'avoir par année sur l'axe des X, d'avoir l'axe des X organisé par année, et sur l'axe Y, les différents clusters qui nous permettent de voir quelles sont les grandes tendances, non pas les grandes tendances mode ou déco de l'année 1650, mais les grandes tendances mises en page de l'année 1650. Ça, c'est notre première partie proposition. La deuxième, c'est l'autre scénario que je proposais, et sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu plus longtemps, qui est celui d'une recherche de mise en page. Et je vais plonger un tout petit peu dans le cas par lequel j'ai ouvert, je vais plonger un tout petit peu, pardon, dans le cas par lequel j'ai ouvert cette conférence, pour vous expliquer, ou pour essayer de comprendre un peu mieux la problématique à laquelle je fais face. Lorsqu'on reprend cet exemple ici, ce n'est pas seulement une différence de mise en page qui est en cause, c'est aussi l'ajout de toute une série d'informations par l'édition critique qui viennent forcer une certaine lecture du texte. Vous voyez que sur la page de gauche, dans l'ouvrage original, il n'est pas question de numéroter les différentes remarques des caractères. Vous voyez que sur la page de droite, ces caractères ont été numérotés. Aucune édition des caractères ne numérote les caractères. Et pourtant, les éditeurs critiques, depuis le milieu du XIXe siècle, ont choisi systématiquement de numéroter les caractères. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont appliqué sur les caractères de la Bruyère un autre ouvrage dont on les rapproche traditionnellement, alors que probablement ils sont beaucoup plus loin que ce qu'on pense, qui sont les Maximes de La Rochefoucauld, qui, elles, sont numérotées. Quand je regarde ces deux textes, côte à côte, si je les aborde d'un point de vue d'histoire littéraire, je dirais oui, c'est des textes qu'on appelle moralistes.
Mais quand je regarde la mise en page, je vois que j'ai affaire à deux choses très différentes. Certes, la densité du texte est similaire, et c'est intéressant, mais par contre, l'organisation logique de l'information n'est pas du tout la même. C'est un exemple, parmi bien d'autres, de pourquoi j'aurais besoin d'une recherche de mise en page, et aussi du décentrement qu'elle pourrait opérer. Parce qu'une recherche par mise en page permettrait tout à coup de relier à la bruyère des ouvrages qu'on n'aurait jamais pensé à relier si on aborde uniquement la question par le texte. Et donc, dans ce prototype, on a proposé une deuxième, qui est encore une fois une preuve de concept plus qu'une interface vraiment utilisable, qui est la recherche par page similaire, qui est un petit peu ce que propose l'autre outil, mais qui permettrait évidemment, pour n'importe qui, d'uploader sa propre image de page et de voir dans une collection sur Gallica, sur Google Books, sur Open Library, quelles sont les pages les plus similaires. Alors évidemment, sur toute la collection, ça n'a pas grand sens, encore une fois, évidemment qu'on va trouver plein de livres. Mais dès le moment où on ajoute des filtres à ça, dès le moment où on peut demander quels sont, dans la décennie où est paru ce livre, les livres qui ont la même mise en page, dès le moment où je peux aussi me dire, est-ce que les mises en page sont similaires en Angleterre et en France, alors je commence à pouvoir observer des choses que je n'aurais pas pu voir nécessairement autrement. Et surtout, dans l'approche de ce moteur de recherche, car encore une fois, tout est question d'interface, le but serait aussi de ne pas réduire cela au texte, de ne pas devoir revenir sur le texte, mais étant donné que la mise en page de la page ne se décrit que d'elle-même, qu'on ne peut pas la réduire à une description textuelle, on adopterait une interface de ce type, donc images.ai, où à aucun endroit il n'est question d'entrer du texte, mais bien de rechercher par image en donnant des exemples positifs et négatifs. C'est-à-dire de dire je veux plus d'images de ce type, mais par contre, je veux moins d'images qui ressemblent à ça. À chaque fois, derrière, on sélectionne certains paramètres plutôt que d'autres et on reconfigure la recherche d'images, ce qui permet d'affiner ce qu'on cherche. Par exemple, dans ma recherche d'images ici, est-ce que je recherche plutôt, si je reprends plutôt mon exemple ici, est-ce que je recherche plutôt les caractères, les pieds de mouche, pardon, ou est-ce que je cherche plutôt la division en paragraphes, ou est-ce que je cherche plutôt un même espacement sur ma deuxième image, sans avoir besoin de le décrire, mais simplement en recherchant d'image en image et en précisant ce qu'on est en train de rechercher, d'image en image. Je suis en train de projeter mon écran, c'est ça. Je vais revenir pour ce qui sera ma conclusion. C'est bon. En termes de visualisation, un hommage à Suzanne Carr et à cette époque de l'informatique où on a réussi à représenter des concepts extrêmement complexes avec quelques points et d'arriver à faire comprendre que ça, en quelques pixels, c'est une souris. C'est une jolie image pour un collègue sur la visualisation. Alors vous avez compris quelles sont les prochaines étapes et où on souhaiterait aller. Ce que j'aimerais souligner ici au terme de cette présentation, c'est au-delà d'une interface pratique qui permet de répondre à des nouvelles questions, le changement, à mon avis, épistémologique, à notre avis épistémologique, qu'une telle interface pourrait produire. Si la numérisation et la recherche plein texte dans des livres et des documents d'archives ont transformé l'étude de la littérature et de l'histoire, alors, une interface qui permettrait de travailler la littérature par mise en page, non seulement a des chances de faire ressortir des choses nouvelles, mais aurait la capacité de réintégrer la matérialité fondamentalement dans la littérature. Et par ailleurs dans l'histoire et dans toutes les disciplines qui se servent de documents. Si on propose au même niveau dans les catalogues de bibliothèques des documents similaires, certes en texte, mais aussi en mise en page, c'est tout à coup un nouveau champ et une nouvelle manière d'aborder le document et la littérature qui s'ouvrent. Et on pourrait aller plus loin. Si on commençait à représenter sur deux axes les livres qui sont similaires en texte, les livres qui sont similaires en mise en page, mais qui n'auraient pas du tout le même texte, ou les livres qui auraient le même genre de texte, mais qui ne seraient pas du tout similaires en mise en page, on trouverait à la fin les livres vraiment les plus proches, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois la même mise en page et le même type de contenu. C'est ce genre d'interface qui, nous semble-t-il, permettrait de faire avancer la littérature et toutes les disciplines qui se fondent sur des documents et des livres dans une prochaine évolution,
prochaine évolution du numérique qui, comme vous le voyez, nécessite ici l'usage de réseaux neuronaux. Je vous remercie.